Les mouvements antiracistes et décoloniaux ont exprimé leur déception avec colère au festival Les Résistantes. Les collectifs écologistes doivent se déblanchiser au risque de ne jamais voir leur alliance se concrétiser. Alors, si vous voulez parler d'écologie décoloniale, moi j'ai acheté aux universités décoloniales ce petit bouquin, Terre et Liberté, manifeste antiraciste pour une écologie de la libération. Oh mais j'ai lu tout ça. Non, j'ai pas lu tout ça. Oui, c'était juste dedans en fait. Je ne l'avais pas vu. J'ai vaguement commencé à le lire, hein, mais je ne suis pas encore dans le dur du sujet. Et sinon, allez voir. Non, je n'ai pas d'autres livres sur la question, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Parole d'honneur. Attends, celui-là, on va l'épingler. Celui-là, on en a besoin. Hop. La vidéo de Parole d'honneur, parce que pendant les universités décoloniales, Parole d'honneur, écologie. Pendant les universités décoloniales, il y a eu des prises de parole sur la question que j'ai trouvé hyper bien. Vraiment trop intéressant. Hors de nos luttes. C'est la date où la... Ah, lui, il était trop intéressant. Vraiment, j'ai adoré. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Vraiment trop intéressant sur l'écologie décoloniale. J'ai adoré la manière dont justement lui, désolé, hein, je retiens pas les noms et les visages, il replace en se basant sur des savoirs, enfin pas des savoirs mais des intellectuels autochtones d'Amérique. Il place le début de l'Anthropocène en 1600 à peu près, 1500-1600, parce que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des vrais changements de climat, suite notamment à la colonisation, avec le déplacement de plantes de continent en continent, d'insectes, le début de déboisement ou l'abandon de cultures suite au massacre de certaines populations. Bref, super intéressant. Le deuxième, c'était super dur à suivre, je trouve très dense. Oui, c'est très dense, mais en fait, vous écoutez ça en faisant la vaisselle ou en promenant le chien, c'est-à-dire en faisant une activité qui ne demande pas de l'intellect. Vous jouez pas à un jeu vidéo en regardant cette vidéo, ça c'est sûr. Mais moi, je l'ai regardé déjà 2 fois, parce que en ce moment, je suis dans l'écologie, voilà, donc je l'ai regardé et je l'ai vu. Ah bah non, je l'avais pas vu, c'est pour ça que je l'avais raté. Je l'avais raté aux universités décoloniales, du coup je l'ai regardé 2 fois après pour bien me la mettre dans la tête. C'était trop intéressant. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous avez le lien, c'est bon, vous avez le lien. Donc c'est parti. Ok, attendez, on va mettre une musique appropriée. Quelle musique appropriée pour parler d'écologie et de racisme dans l'écologie? Parce que Red Hot Chili Peppers, c'est un peu pétant, ça va me gêner dans la lecture. Tiens, on va essayer ça. Ah bah parce que voilà, tu es là quand même. Yes. On y va. Ok, stop. Les Résistantes, le festival de rencontres des luttes locales et globales qui se tenait du 7 au 10 août, ont réellement commencé lors de la cérémonie de clôture. Sur scène, une dizaine de militants racisés, la voix tremblante d'émotion et de colère. Excusez-moi, c'était très mal lu. Sur scène, une dizaine de militants racisés, la voix tremblante d'émotion et de colère. Sur l'herbe, les festivaliers, des personnes blanches pour la quasi-totalité, dans un silence de plus en plus chargé. On a tous fait le même constat. On est fatigué, on est triste et en colère, parce qu'on a vécu beaucoup de violence, explique une première intervenante de ce collectif informel. Tout cela vient s'ajouter à un quotidien déjà très lourd pour nous. C'est d'autant plus dur de subir ce type d'agression dans un festival où nous étions censés arriver en milieu allié. Une autre enchaîne. Vous êtes tous racistes. Ceci n'est pas un festival antiraciste. Pour l'instant, il est loin de l'être. Puis une troisième. On ne veut pas de vos applaudissements. On ne veut pas de votre hypocrisie. On a besoin que vous nous assistiez vraiment. Et une quatrième. Chaque question que vous posez est centrée sur vous. C'est trop rarement que vous nous demandez ce qu'on ressent. Puis les orateurs descendent en pleurs de l'estrade au milieu d'un silence pesant. Ce silence... c'est un sentiment d'inconfort collectif. Une transformation systémique nécessite un inconfort collectif. Sentez l'inconfort, sentez la transformation antiraciste qui est en train de vous traverser. Et j'espère qu'à un moment, vous serez des militants antiracistes avec nous.
Le rendez-vous semble être fixé avec les mouvements de lutte sociale et environnementale. Si, suite à cet appel, les transformations réclamées n'ont pas lieu, la convergence désirée de longue date entre collectifs sociaux et mouvements antiracistes et décoloniaux pourrait bien ne jamais voir le jour. Si elles engendrent une véritable évolution, elles pourraient devenir l'épisode fondateur de cette alliance qui ne parvient pas à émerger. De fou, hein, Boumed. L'un des moments clés pour comprendre ce qui s'est joué lors de 4 jours de festival, c'est une table ronde consacrée aux pesticides comme forme de colonialisme chimique. Les membres du collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides, dont le chlordécone, de Guadeloupe et de Martinique, y ont exposé longuement les ravages causés par ce pesticide, utilisé de 72 à 93 aux Antilles, principalement pour la production de bananes, qui continue de polluer les sols et générer des maladies mortelles sur ces territoires. Un membre du public a alors fait valoir que la France hexagonale aussi connaissait des enjeux de pollution aux pesticides, en citant l'exemple de la loi du plomb. La pétition contre la loi du plomb a récolté plus de 2 millions de signatures. Personne ne soutient nos actions contre le chlordécone. Ah oui, attends. Ah, je me suis trompé. La pétition contre la loi Duplon a récolté plus de 2 millions de signatures. Personne ne soutient nos actions contre le chlordécone malgré les nombreux morts qu'il a engendrés, ont répondu les membres du COADEP avant de quitter la discussion. Il y a un manque de visibilité profond de nos luttes. Attendez, il y a le chat qui se bat avec le chien. Regardez, regardez. Ça se tape, ça se fight. Milou, attaque! Il a sauté, le chat affelé. Attaque! Attaque, Milou, descends! Descends. Qui va gagner? Mais qui va gagner? Moi, c'est le chien qui va gagner. Le chien va mieux. Oui, il avait un petit coup de mou. Voilà, mais il va mieux. J'ai bien fait de pas l'emmener chez le médecin. J'aurais encore payé 300 balles pour qu'on me dise « Ah non, mais il est en parfaite santé, votre chien !» Non, ça organise pas les combats d'animaux. Merci beaucoup, Bonnie Tina, Milou, hop. Non, c'est juste que le chat, en fait, là... Merci beaucoup pour les bits. Le chat, en fait, il veut venir m'embêter pendant mes streams. Et en fait, vu que pendant mes streams, quand il vient m'embêter, je fais que le repousser, le chien a capté que je veux pas du chat pendant mes streams. Du coup, quand le chat s'approche pendant mes streams, le chien descend du lit et commence à lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Le chat, du coup, s'en va. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, le chien n'a aucune idée de ce que signifie attaque. Il ne connaît absolument pas cet ordre. Du coup, c'est d'autant plus rigolo de lui dire. Voilà, donc maintenant que le moment antispéciste est passé, on va reprendre la lecture de l'article. Donc, vous avez capté, en gros, les décoloniaux lors de la table ronde, ils essayaient d'expliquer qu'en fait, il y a un contexte colonial particulier, notamment en Guadeloupe et dans les Antilles, et que dans ce contexte colonial particulier, il y a eu des pesticides qui ont été volontairement testés sur ces espaces-là parce qu'on s'en foutait d'empoisonner les populations locales, notamment à cause du racisme latent, de la situation coloniale, etc. Les militants ont voulu parler de cette situation parce que personne n'en parle alors qu'il y a de nombreux morts et énormément de gens qui sont malades suite à l'utilisation de ces pesticides pendant 20 ans sans que personne ne fasse rien et ne s'en indigne. Les gens du coup qui assistaient à la table ronde, les blancs qui assistaient à la table ronde, ils étaient en mode ça n'a rien de bizarre. En France aussi on utilise des pesticides. En France aussi il y a des gens qui sont malades. Donc en gros on évacue la question sociale, la question coloniale, et on est vraiment des écologistes blancs qui disent oui mais ça c'est un problème, ça touche tout le monde ma chérie. C'est pas juste toi parce que t'es de Guadeloupe, c'est tout le monde ma chérie, c'est pas vous spécialement en fait, vous n'avez rien de spéciaux. On va pas parler de racisme ici, on est là pour parler d'environnement. Voilà, vous avez capté. C'est une folie. Oui, c'est une folie, c'est vraiment une folie. Tac. Encore sous le coup de l'émotion. Alors attends. Donc du coup il y a une militante qui dit il y a un manque de visibilité profond de nos luttes, condamne après coup Lilith. Donc je pense que ça a été modifié. Membre. Attends, est-ce qu'il... Ah, c'est parce qu'ils ont mis... Ok, d'accord, ils ont mis une... Ah, c'est bien fait, il est bien fait leur site. Regardez, si tu cliques là, ça t'amène à la photo où il y a Lilith. Ah non. Non, c'est pas Lilith, c'est Almani Kanouté, Aïssata Anne et Linda Bouifrou de l'Assemblée des quartiers. Donc rien à voir. Donc non, je ne sais pas à quoi ça sert.
Encore sous le coup de l'émotion, elle dénonce aussi avoir été mal accueillie et infantilisée par des festivaliers lors de l'arrivée du collectif, engagé depuis le 2 août dans une marche en solidarité avec les victimes de ce pesticide. Pas qu'un enjeu théorique. Non mais d'où ils l'ont mal accueillie et infantilisée ? D'autres tensions ont émaillé le festival, amenant un grand nombre de participants racisés à faire part publiquement de leur colère et de leur déception. Ces événements ne sont pas nouveaux, ils illustrent la manière dont les personnes blanches ramènent à leurs propres conditions les récits que nous partageons, explique Micheline du collectif Vietnam Dioxine en soutien aux victimes de l'agent orange, un défoliant chimique au Vietnam. Et en plus, c'est un scandale ce qui s'est passé avec l'agent orange, quoi. Où vraiment, il y a l'État qui a complètement été blanchi dans cette histoire. Elle ajoute « Nous livrons notre émotion liée aux souffrances engendrées par la domination coloniale et celles-ci sont mises à distance. Plutôt que de nous poser des questions sur le fond ou de nous demander comment nous allons, on nous demande des conseils pour faire de l'agriculture au Chili, comme si nous étions des porte-paroles du Sud global. Il ne suffit pas d'avoir lu Malcolm Ferdinand. » Qui c'est qui a lâché Malcolm Ferdinand dans le chat là ? Qui c'est qui a lâché Malcolm Ferdinand Intensive ? Oh, Alice Rage ! Oh, bienvenue ! Bienvenue, mais deux raids en un stream, mais c'est de la folie. Salut Ptolémée, Galiel, salut Alice Rage, bien sûr, cœur sur toi. Salut Eastmay, salut, j'espère que tout le monde va bien. Petit shout-out à Alice Rage, bien sûr. Alice Rage du matin, qui fait de la broderie et qui fait des trucs énervés. Mais normal, t'inquiète. On est en train de lire un article sur le racisme chez les écologistes. Que du beau monde en plus, que des gens cool. J'en ai de la chance. Bienvenue le raid, bienvenue. Donc on lit cet article. Donc en fait, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'était où ? C'était le festival Les Résistantes. À la fin du festival, il y a tout un groupe de militants antiracistes et décoloniaux qui ont pris la parole sur scène devant un public de blancs pour leur dire « Vous êtes tous racistes » parce qu'ils ont vécu énormément de violence pendant le festival et notamment... on n'a pas pris au sérieux leurs revendications qui étaient spécifiquement dans un cadre colonial. Systématiquement, les Blancs, ils ramenaient ça à leurs propres problèmes. Typiquement, les pesticides utilisés pendant 20 ans en Guadeloupe, des pesticides très dangereux qui avaient déjà été interdits dans d'autres pays, et notamment, je crois, en métropole. Ils ont continué d'être utilisés en Guadeloupe pendant 20 ans. Donc, quand les militants de Guadeloupe parlaient de ce problème-là, les Blancs disaient « Oui, mais en France, actuellement, nous aussi, on est empoisonnés. D'ailleurs, on a la loi du plomb, vous voyez, nous aussi on souffre, votre situation coloniale, on s'en bat un peu les couilles en fait, voilà. Le coût de l'agriculture au Chili, c'est de l'essentialisation des racisés par le prisme de peuples en lien avec la nature. Ah, moi j'y connais que dalle à ce qui se passe au Chili, vraiment. Oui, la honte de fou, totalement Alice, c'est exactement ça. La militante a publié une série de stories sur Instagram pour signaler les violences subies par les intervenants sur des causes similaires lors du festival, soulignant notamment que leurs histoires douloureuses ne sont pas écoutées par les Blancs qui se disent antiracistes décoloniaux. L'enjeu n'est pas pour autant de critiquer l'organisation qui a mis en place une commission décoloniale, précise-t-elle toutefois. L'écologie antiraciste et décoloniale n'est pas qu'un enjeu théorique. Il ne suffit pas d'avoir lu Malcolm Ferdinand, chercheur en sciences politiques et auteur notamment de Écologie décoloniale. C'est avant tout une pratique politique et créer cette commission est déjà un acte politique. Les organisateurs de l'événement avaient en effet souhaité insister sur l'enjeu décolonial et antiraciste, qui était l'un des fils rouges des conférences du festival, au même titre que les luttes féministes LGBT contre les idées d'extrême droite, internationalistes, écologistes, paysannes et sociales. Il y a en ce moment des discussions partout sur le camp et une assemblée générale autogérée sur le sujet, a expliqué Victor Vauquois, cofondateur du collectif Terre de lutte, dans la soirée du dimanche après la prise de parole. De son côté, l'organisation va en rediscuter pour prendre à bras le corps le sujet, voir comment réparer et apprendre de nos erreurs pour pleinement contribuer à un front antiraciste, écologique et social. En vrai, c'est cool, tu vois, que le festival y réagisse comme ça. C'est cool, mais bon, ça suffit pas d'être de bonne volonté, quoi. Les militantes sont de quel groupe ? Bah, il y en a plusieurs. On y reviendra après. C'est des marines surveillent Médine Tondelier, ça je reconnais.
Non, bah là, c'est Victor Vauquois, il a l'air cofondateur du collectif Terre de Lutte, il a l'air de bonne foi. Des pistes pour déblanchiser les collectifs. Reste que chacun des temps consacrés à la perspective antiraciste et décoloniale a montré l'étendue du chemin à parcourir pour que les différents mouvements de lutte se mettent à la hauteur de ce qui leur est demandé. Pour Nabil, de l'Assemblée des quartiers, un collectif né en 2024 formant les jeunes des quartiers populaires à entrer dans l'arène politique, si l'on veut comprendre pourquoi il y a autant de rendez-vous manqués, il faut souligner le peu d'intérêt porté par les écologistes aux dynamiques des populations racisées. Les gens ici ne connaissent pas nos histoires. Nous, on apprend vos luttes. Le Larzac, Notre-Dame-des-Landes. La réciproque n'est pas à la hauteur. Oui, ici, on connaît le mouvement des travailleurs... Qui ici connaît le mouvement des travailleurs arabes ou le MIB ? Interroge-t-il en référence au mouvement de l'immigration et des banlieues, un mouvement politique né entre 1995 dans le sillage de la marche de 1983, surnommée la marche des beurs. Peu connu dans les courants écologistes, le MIB est pourtant l'un des éléments structurants des collectifs antiracistes et contre les violences policières contemporaines, à l'instar du comité Adama. Qui connaît ce mouvement ? Mais vous inquiétez pas de jugement ici, hein, vous avez le droit de dire que vous connaissez pas. Moi, je vous avoue que j'aurais pas... Je l'aurais pas sorti de moi-même parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude de parler, mais comme j'ai lu le livre dans le club de lecture de Wissam... La contre-révolution... Je vais jamais... La contre-révolution... C'est colonial ou décolonial ? La contre-révolution coloniale en France. Voilà, ce livre-là. En fait, ce livre, il vous explique toute l'histoire de Sadri Chiari. De Gaulle à Sarkozy. Donc, vous avez vraiment toute l'histoire de l'antiracisme en France. Voilà. Si jamais vous avez envie de vous intéresser à ces luttes, vraiment ce livre il est hyper cool, c'est hyper intéressant. Mais comme d'habitude, je me rappelle plus des anecdotes et des grands mouvements qui sont décrits dans le livre que des trucs très précis comme le nom des organisations ou qui c'est qui en a fait partie et qui a mené quoi. Je connais car j'écoute PDH. Oui, voilà, c'est exactement ça, Charente. Actually, moi je connais parce que j'écoute PDH et Wissam et je lis les livres qu'ils conseillent. Mais s'il n'y avait pas PDH et Wissam, je ne connaîtrais pas. Voilà. Alors, c'est la contre-révolution coloniale en France. Et ça vous explique l'histoire de l'antiracisme, des mouvements sociaux antiracistes et de comment ils ont été traités par le pouvoir entre De Gaulle et Sarkozy. Je connaissais la marche des beurs, mais j'en savais pas beaucoup plus. Voilà, si vous voulez en savoir plus, lisez ce livre. De mémoire, il est facile à lire. Voilà. C'est pas un livre sur lequel je me suis pris la tête, c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, et justement parce qu'il me parle de choses que je ne connaissais pas du tout. Donc allez-y, vous allez avoir l'impression de découvrir une facette entière de la France que vous ne connaissiez, pas que de la France, une facette des luttes en France que vous ne connaissiez pas du tout. Ça va vous faire un petit peu l'effet d'une révélation. Et moi j'adore les livres comme ça qui me font l'effet d'une révélation. Donc allez-y à fond. Sadri Chiari, la contre-révolution coloniale en France. Essayez de vous en rappeler mieux que moi, hein. Soyez de meilleurs élèves que moi. On poursuit. Cette méconnaissance des organisations politiques des quartiers n'est pas qu'un enjeu moral, elle a des conséquences politiques, observe Tara, du mouvement Le Next Level, qui réunit des associations concernées par les discriminations. Selon elle, s'imaginer que les quartiers n'ont pas d'histoire politique revient à penser qu'il incombe aux organisations traditionnelles d'aller politiser leurs habitants, comme s'ils étaient des sujets passifs plutôt que des acteurs politiques à part entière. Pourquoi il n'y a pas de personnes racisées dans votre mobilisation ? Peut-être simplement parce que ce que vous faites n'est pas pertinent pour leurs problématiques ou que votre manière de le faire les en exclut. Très très bonne remarque. Le privilège blanc, l'ignorance blanche, les ateliers visant à outiller les collectifs militants aux enjeux antiracistes ont fait émerger de nombreuses recommandations pour effectuer cette mise à niveau. Mais la liste est si longue et touche à tant de domaines que les intervenants venaient plutôt à recommander de participer à des formations complètes à l'antiracisme. Alors que plusieurs participantes racisées expliquent avoir déserté des groupes militants parce qu'elles y subissaient des agressions racistes, d'autres s'interrogent sur la manière de déblanchiser ces mêmes collectifs. Pourquoi ils y vont pour chialer un peu de dignité The Bee ? Après, je suis d'accord avec toi, je vois le délire, mais est-ce qu'il n'y en a pas besoin aussi, tu vois ?
Est-ce qu'il n'y a pas besoin... écoute, s'il y a des personnes racisées qui ont envie d'aller mettre mal à l'aise des blancs sur la question de leur racisme, grand bien leur face, tu vois. Mais effectivement, effectivement, après, s'ils pleurent, c'est un petit peu bizarre. C'est vrai que je l'avais pas du tout vu sous cet angle. Qu'est-ce que je dirais ? Je suis désolée, je fais ce parallèle-là, hein, même si tu peux naïvement penser qu'ils sont pas comme ça. Oui, bah du coup, c'est de la forte naïveté, hein, de pas savoir que les populations très fortement touchées par les enjeux écologistes sont racistes. C'est effectivement une très grande naïveté. Faut les confronter ou tracer sa route. Ouais, voilà. Mais qu'ils le fassent, on en a vraiment besoin. Moi, j'avoue que, en fait, j'ai pas l'impression d'être en situation de pouvoir juger si c'est pertinent ou pas pertinent. Je parle en termes de rapport de force dans le champ social. C'est pas la lutte politique, c'est ultra moral. On chiale tous ensemble et on rentre chez soi et c'est fini. Bah ouais, là, je suis un peu d'accord avec toi. Bah attends, on finit l'article. Il n'y a pas de recette magique, explique Hortensia, de la commission soins des résistances et animatrice de l'atelier. Cela dépend toujours de votre relation à la personne et de votre position dans un groupe social. Mais vous pouvez commencer par certains éléments, comme vous renseigner sur le privilège blanc. Oh, vas-y. Non, mais c'est bon, ils y sont allés pour rien. Ils y sont vraiment allés pour rien. Défini par l'universitaire états-unienne Peggy McKinney. Non, mais c'est bon, c'est pas un manque de dignité. Et elles ont le droit de vouloir aller où elles veulent et de critiquer ensuite, sinon on reste dans une ségrégation raciale et de classe. Oula, ségrégation raciale, détends-toi frère. Hein. La ségrégation raciale et de classe, elle n'est pas le fait des personnes racisées. Hein. Donc déjà, on va tout de suite remettre les choses au clair. S'il y a une ségrégation raciale en France, elle est le fait des blancs. C'est les blancs qui empêchent les personnes racisées d'obtenir des logements, c'est les blancs qui empêchent les personnes racisées d'avoir un travail, c'est les blancs qui empêchent les personnes racisées d'avoir des postes à responsabilité dans les instances politiques et administratives. La ségrégation raciale est le fait des blancs. C'est exactement ce que je dis justement. Bah oui, bah du coup, c'est pas aux personnes racisées d'aller voir les blancs et de leur dire quand même il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas aux personnes racisées de faire ça. Parce que s'ils vont faire ça, bien entendu qu'ils vont se prendre de la violence dans les dents. Bien évidemment, surtout dans un espace particulièrement blanc, l'espace écologique. Je sais pas si c'est clair, mais bon, faut faire notre taf aussi, quoi. Notre taf de militant, tu veux dire ? Alors, on poursuit. Mais en fait, moi, là où je me suis arrêtée, c'est parce que la meuf, elle dit, vous pouvez commencer par certains éléments comme vous renseigner sur le privilège blanc. Moi, je suis désolée, mais je trouve que se renseigner sur le privilège blanc sans avoir une culture historique de ce que c'est le colonialisme, de comment le colonialisme s'est manifesté, de comment le colonialisme se manifeste aujourd'hui, je pense que ça sert à rien. C'est juste de la morale. Dire... Eh ben très bien, Brouge. Je suis pas en train de responsabiliser les racisés. Ok, très bien, Brouge. Bah, par contre, laisse-moi terminer. On rebondit après dessus, on s'est mal compris, c'est pas grave. Ne pas aimer les noirs, domination, ne pas aimer les blancs, instinct de survie. Oui, clairement. Donc j'allais dire que je trouve que c'est un très mauvais conseil en termes de déblanchiser les blancs, de leur dire renseigne-toi sur le privilège blanc. C'est nul en fait, ça va pas. En fait, ils vont se renseigner sur le privilège blanc et ils vont dire ah oui, c'est vrai, moi je trouve plus facilement un travail. Ah oui, c'est vrai, moi je trouve plus facilement un logement. Et ils vont se dire quand même ils ont pas de chance ces arabes et ces noirs et fin de l'histoire, tu vois ce que je veux dire ? Ils vont pas comprendre. Pour comprendre, il faut que tu aies en tête une histoire. Il faut que tu puisses placer cette histoire dans un contexte. Il faut que tu saches ce que ça a comme conséquence encore aujourd'hui, comment ça s'est traduit au fil du temps, toute cette histoire, tous ces trucs. Il faut que tu aies conscience des rapports de pouvoir qui sont en jeu. En fait, ça suffit pas de se renseigner sur le privilège blanc. Après, on se renseigne sur ce qui est le plus accessible et le plus libéral. Oui, c'est vrai, t'as raison. Qui nous arrange tout en nous permettant de réfléchir juste assez pour croire qu'on s'est remis en question. C'est exactement ça, exactement. Les écolos, ils ont un logiciel d'extraction et exploitation des ressources et du vivant. Les passerelles sont quand même possibles pour qu'ils accèdent à la pensée décoloniale. Oui, de fou, complètement. Dans leur soirée, ils vont parler du privilège blanc et montrer qu'ils sont de bons petits gauchistes. C'est réel. Si tu crois qu'ils vont réussir à faire ça seuls, t'as 50% de chance de les rendre encore plus racistes. Quand tu leur dis « va te renseigner sur le privilège blanc, Chant », je sais pas. Alors, on termine l'article. Je veux quand même terminer l'article.
Elle ajoute: vous pouvez vous documenter sur l'ignorance blanche, qui consiste à penser que son récit est universel, ou encore sur le trauma racial, un concept selon lequel les traumatismes liés au racisme engendrent des troubles mentaux, qui permet de mieux comprendre certaines réactions de personnes racisées au sein de votre groupe. Vous portez nos kéfiers comme si vous les méritiez. Oh, putain, vas-y. Tous insistent sur la nécessité de ne pas faire de la tokenisation des personnes racisées, c'est-à-dire d'inclure dans un collectif des personnes racisées simplement comme des faire-valoir pour leur qualité de personnes racisées. Cela peut aboutir, raconte une participante, à lui mettre la pression pour représenter le collectif, dans le but de donner à voir une inclusivité de façade. Celle-ci concerne aussi les espaces du festival baptisé Pinar Selek, Jamila Boupacha, Masha Gina Amini, Lifty Nassim, Bell Hooks, Angela Davis. Autant de figures token, dénoncent les militants antiracistes sur de grandes pancartes portées sur scène lors de leur prise de parole. En fait, vous adorez nos symboles, vous portez nos kéfiers à longueur de journée comme si vous les méritiez, vous utilisez nos icônes, nos figures, mais pendant ce temps, vous nous déshumanisez complètement. Moi, je me sens pas concerné. Moi, je suis vraiment décolonial. Ah, je me suis engueulé avec Usul d'ailleurs sur la question. Enfin, je me suis pas engueulé, on avait une discussion. Et je me suis rendu compte qu'on a vraiment une vision différente de la société occidentale. Moi, je me suis vraiment fait décoloniser la tête. Hein, parce que lui, il est encore en mode oui, mais la démocratie, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Moi, mon visage pas convaincu là. On est juste des victimes et pas des militants politiques, c'est saoulant. Bah là, entre autres, là, oui. Hein. Là, typiquement, j'ai l'impression que passer par des questions concrètes, ça aide plus. Moi, ça m'aide. Je reçois une personne en visio qui est à La Réunion et je me suis vu trouver normal de lui donner l'heure de nos rendez-vous en métropole. À elle de faire le changement, mais pourquoi ? Maintenant, je donne les deux. Ça change pas le monde, mais ça me fait réaliser mon côté colon inconscient. Ouais, voilà, les mises en situation, je suis d'accord avec toi. Merci à Fenêtre pour l'abonnement offert. De fou, les mises en contexte. Mais après, c'est pas ça. En fait, quand tu veux t'engager dans un processus militant, tu peux pas te contenter de ça, tu vois. Un processus militant qui concerne autant les personnes non blanches que les personnes blanches, ça marche pas. Enfin, les situations concrètes ne vont pas suffire. Jusqu'à présent, il n'y a que les soulèvements de la Terre qui ont correctement entamé cette réflexion, notamment au travers des oppressions policières dans les manifs. Oui, et puis les soulèvements de la Terre, ils ont une vraie réflexion sur la colonialité des mesures environnementales, quoi. Dire la démocratie sans préciser laquelle, ça, c'est toujours cringe. Ouais. Bah en fait, Usul, c'est juste un héritier de la Révolution française. Hein. C'est un Antoine Léaumont un petit peu. Hein. On a quand même dit des grandes choses, on avait des grandes valeurs qu'on voulait appliquer. Bon, on l'a pas fait, mais quand même, c'était des belles idées. Et moi, je suis en mode, oui frère, c'était que des idées. Certains rappellent que tant que ces discussions débouchent vers la culpabilité des personnes blanches à l'égard des oppressions, ce sont encore les personnes racisées qui portent la charge raciale et doivent rassurer, voire conforter les personnes blanches. Tariq de l'association A4, qui favorise l'intégration d'exilés dans le milieu agricole, rappelle qu'il y a une différence entre intégration, qui demande que les personnes racisées fassent des efforts pour se plier au mode d'organisation, et inclusion, qui implique de s'approcher de manière proactive de la position des autres. Et il interroge « Nous, on fait l'effort de s'adapter au mode d'organisation des Blancs, mais vous croyez vraiment que c'est la seule manière de s'organiser ?» Ah, ça c'est une bonne réflexion. Lucie, activiste pour le climat, pose enfin. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est des excuses. Parfois qu'on me dise, pardon, je n'ai pas prêté attention à ce que tu as dit, ou à la personne que tu es. Oui, bon, ok. Bon. Bah, en fait, pourquoi est-ce qu'ils font pas des... Bah, en fait, si, c'est des collectifs autonomes, des coloniaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que... Se mettre une bannière sur le front, ça change pas tout. Alors attends, j'ai pas lu le début. Non, ces idées n'ont pointé qu'au travers de la colonisation et de la construction du capitalisme. Ces idées n'ont pointé... Oui, je suis d'accord avec toi. Se mettre une bannière sur le front, ça change pas tout. Mais du coup, c'était quoi le projet de ces personnes qui sont allées à ce festival? Changer les collectifs? Je comprends pas. Bah non, c'était participer de manière égale avec les autres, quoi. Enfin, les autres collectifs. Ils voulaient être des collectifs comme les autres. On veut des blancs solides et des indigènes solides, pas des cercles où tout le monde pleure en parlant de ses traumas, de ses privilèges et gros salés. Bah moi, je suis un peu d'accord avec toi, Boumed.
Après, la vérité, c'est que, tu sais, je vais avoir un petit peu la voix. Après, si ça leur fait plaisir de y aller, d'être traumatisés, de parler de leur trauma ensemble, enfin, je vais pas les empêcher. Mais en ce moment, faut savoir qu'en ce moment, je suis un petit peu dans une phase. Moi, j'ai de problème avec personne, tout me va. Voilà, je suis pas énervée. Donc, je suis plutôt en mode peace and love, tu vois. C'est ma phase actuelle. Si ils et elles ont envie d'y aller, enfin, je vais pas leur jeter la pierre. Par contre, c'est évident que en allant là-bas, ils vont se prendre des murs, quoi. Oui, voilà, force à eux, c'est exactement ça, force à eux. Mais c'était assez évident qu'en allant dans ce genre d'événement, ils allaient se bouffer du racisme encore et encore et qu'on allait en avoir rien à foutre de ce qu'ils racontent. Enfin, je veux dire, aux universités d'été de la France Insoumise, il y a toujours des Jean-Michel boomers qui disent oui, mais le voile, ceci, cela. Donc, si même aux universités d'été de la France Insoumise, qui est quand même l'organisation politique la plus antiraciste qui existe, non, c'est pas vrai ce que j'allais dire. Il y a d'autres organisations politiques de gouvernement, hein, j'entends. Il y a d'autres organisations politiques, mais qui sont pas au gouvernement. Donc même aux universités de la France Insoumise, vous avez des Jean-Michel boomers, oui mais le voile, ceci, cela. Même au NPA, vous avez des Jean-Michel boomers, oui mais les trans, les enfants, ceci, cela. Donc vous vous doutez bien que dans un festival qui rassemble énormément d'associations centrées sur l'écologie, va y en avoir un sacré paquet de Jean-Michel Boomer et de Jean-Michel anti-trans, quoi. Raciste et anti-trans. Après, si le festival s'affiche comme antiraciste et décolonial, ça fait sens de dire que le taf est pas fait. Oui, ça c'est réel, tout à fait. Oui, mais faut les choquer et les envoyer chier au stand même. Attends, laisse-moi fumer un peu. Ouais, faut les choquer en fait. C'est vrai que choquer les blancs jusqu'ici, ça a super bien marché pour les non-blancs. Je crois pas que ça marche de choquer les blancs, Bruges. Je crois pas que ça marche. Parce que ils vont dire que t'exagères, ils vont dire que t'en fais toute une histoire, ils vont dire que c'est pas grand chose, ou alors ils vont pleurer. Ça a bien marché qu'à la mort de Naël, le débat c'était la violence des hommes. Ça a si bien marché qu'à la mort de Naël, le débat c'était la violence des hommes, de fou. La violence des hommes de quartier. Attention, pas n'importe quels hommes. Ça donne Tondelier qui trouve ça gênant d'entendre de l'arabe en manif. Oui, voilà. Elle a été choquée, Marine Tondelier, hein, quand elle a entendu Allah Akbar en manif pro-palestinienne. Hein. Elle a dit que c'était débile et choquant tellement elle a été choquée. Ils vont compatir, te prendre dans les bras et hop, oui, c'est vrai, ça existe aussi. Il y en a qui font ça. J'ai déjà essayé de parler à un ex-LO anticarcéral, anticlérical. C'est compliqué parce qu'ils ont rationalisé leurs idées de façon tellement profonde et sont capables de mobiliser des centaines de cas historiques plus ou moins solides pour appuyer leurs propos, tout en faisant genre ils prennent en compte le fait que les musulmans prennent tarif, mais bon, en pratique, mort de rire. Oui, ok, très bien. Donc on doit subir sur le moment et pas le droit de se plaindre après. Non, en fait, personne ne dit que tu dois subir. Moi, je suis d'accord pour choquer les blancs, il n'y a pas de souci. Par contre, on est en train de te parler d'une efficacité politique de la démarche. On n'est pas en train de dire que... Non, moi, je suis pour choquer tout le monde. Hein. Choquer les gens, il n'y a pas de souci. Mais je te parle en termes d'efficacité politique. Est-ce que ça marche politiquement de choquer les gens ? Non, politiquement, il y a le rapport de force qui est ce qui est, et quand tu vas choquer les personnes qui sont en position de domination, tu vas rien obtenir. C'est comme la femme qui se fait battre, qui choque son mari, elle va juste obtenir une baffe supplémentaire, tu vois. Elle peut choquer autant qu'elle veut, ça va pas marcher. Bah là, c'est pareil, tu peux choquer autant que tu veux, certes, tu vas te défendre, et c'est important de le faire, moi je suis pour le faire. Mais ça va pas permettre de faire avancer le schmilblick politique. Donc en fait, l'idée ce serait d'avancer sans les blancs. En fait, d'avoir une indépendance politique et de dire ils veulent pas nous écouter, bah on arrête de perdre du temps à leur parler, à leur expliquer. S'ils ont envie de s'intéresser à ce qu'on fait, ils sont les bienvenus, mais on va pas aller les éduquer et perdre notre temps alors qu'on a plein de choses à faire.
Il y a de toute manière aucune efficacité politique d'aller dans ces festivals blancs, donc je parle pas d'essayer de sauver les meubles. Hein. Ok, bon bah on est d'accord, si tu sais qu'il y a aucune efficacité politique, parce que c'est de ça dont on est en train de parler. Par contre, donc du coup on est d'accord, Bruges, et je suis d'accord avec toi sur le fait de les choquer quand il y a des agressions, et effectivement de pas attendre la fin pour faire un appel général, sachant qu'il y a la moitié des festivaliers qui sont déjà partis. Donc on est tous d'accord finalement. Les gens qui essayent de me choquer en MP, généralement, c'est un peu un équivalent de crise d'épilepsie, insécure, un peu ridicule, choquer mieux. Faut les frapper. Non, pas d'appel à la violence, pitié. Ne pas accepter, tu le fais pour toi. Pour faire avancer les mentalités, il faut de la pédagogie immo. Moi, de la pédagogie... En fait, d'inter-individuel, oui, la pédagogie, ça peut marcher, mais en termes politiques, Philly, la pédagogie, ça suffit plus, en fait. Ou alors, il faut de la vraie pédagogie. Il faut parler de l'histoire coloniale, il faut assumer notre passé. Il faut que la pédagogie soit faite à l'école directement, qu'on raconte l'histoire coloniale à l'école, tu vois. C'est cette pédagogie-là dont on parle. Mais effectivement, moi je parle la pédagogie de militant à militant, c'est bon. Hein. Les militants, c'est aussi leur taf de s'éduquer eux-mêmes et de pas attendre qu'on les prenne par la main et qu'on les emmène pour apprendre des trucs. Oui, ça prend une ou deux générations pour refaire l'éducation d'une société. 1 ou 2 générations pour que ça commence à se voir, 3-4 générations pour que ce soit intégré par la société. Donc oui, ça prend énormément de temps. Une pédagogie qui attrape des vestes, pas une qui permet de se dire que nous, on n'a pas fait si pire et oh là là, le monde est vraiment fou. Oui, voilà, bien sûr. Ça marche la pédagogie à grande échelle, Bruges. Par contre, il y a vraiment des sociétés qui l'ont fait, notamment le Canada, qui est... alors, je sais pas s'ils ont vraiment fait de l'éducation sur leur histoire coloniale, parce que Canada, grosse histoire coloniale assez affreuse. Par contre, ils ont fait énormément de choses pour lutter contre le racisme. Parce que c'est une société ultra multiculturelle, parce que les Canadiens pure souche entre guillemets, les Canadiens blancs n'étaient pas assez nombreux vu qu'ils avaient tué tous les autochtones, ils n'étaient pas assez nombreux pour avoir la main d'œuvre nécessaire à faire tourner leur société. Du coup ils ont eu des très grandes politiques d'immigration pendant une dizaine et une vingtaine d'années, et ils ont dû faire un énorme travail pour lutter contre le racisme pendant cette période d'immigration, parce qu'il y avait trop de racisme, en fait ça fonctionnait pas. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté des jours fériés pour permettre aux populations qui avaient... il faut offrir un abonnement à Boomed, les gens. Voilà. Sauf que ça marche pas des masses. L'extrême droite est au pouvoir au Québec, par exemple. Alors, le Québec, c'est pas le Canada. Et cette politique d'immigration... J'ai bug si fort. Into blanc. Oui, pardon, excuse-moi, Chant. C'est eux-mêmes qui s'appellent comme ça. Bref, excusez-moi. J'ai dit Canadien pur... Bref, peu importe. Merci, Guillaume. Vous m'avez embrouillé. C'était pas aujourd'hui, hein, c'était parce que, encore une fois, de l'éducation, ça se fait, mais il faut que ce soit périn dans le temps, d'accord ? Pendant les années 2000-2010, il y a eu des fortes politiques d'immigration au Canada qui se sont accompagnées de fortes politiques de lutte contre le racisme. À l'école, ils en parlaient, ils ont ajouté des jours fériés pour que toutes les religions puissent avoir leurs jours de fête fériés. Ils ont organisé des événements locaux avec présentation des cultures locales dans le cadre de justement des fêtes organisées par les populations, etc. Et en fait, ça a effectivement très très bien marché. Les générations qui ont suivi toute cette campagne et toute cette éducation qui a été faite à grande échelle étaient largement moins racistes que leurs grands-parents. Par contre, depuis que ça s'est terminé, toute cette histoire, je sais pas où ça en est, le Canada. Mais ce que je sais, c'est que ça a fonctionné. Donc ça fonctionne. Les gens miches athées anti-religion mobilisent une pseudo-histoire pour dire tout ce que les religions ont fait de mal, mais tu peux les prendre sur le côté scientifiquement rationnel en mobilisant l'anthropologie des religions pour leur faire comprendre que le fait religieux est un peu beaucoup plus complexe que ça, que l'instrumentalisation politique de religieux, ce n'est pas le religieux en soi à l'échelle d'un quoi. Alors je suis d'accord, mais ça rentre pas tout à fait dans le sujet. Oui, Bruges, c'est exactement ce que je dis. Donc voilà, écoutez, les écolos sont racistes, hein, je pense que... En France, on a juste la semaine du goût et cuisine du monde, je savais même pas qu'on avait ça en France.
C'est pas grave, Bruche, c'est pas grave. N'hésite pas à prendre un abonnement si t'es pub longtemps. Donc, ok, force à eux, les écolos sont racistes, faisons sans eux, c'est ça. Ouais, de toute manière, les bourgeois, enfin... Attendez, on va aller... 4 jours pour penser l'avenir des luttes écologistes. Programmation. Donc, programmation, jeudi 7. Oh putain. Partage d'expérience. La base soin te raconte la base soin. Initiation au premier secours. C'est toujours intéressant d'avoir ça. Une projection. Aidant familial, aidant planétaire, même combat, je suis d'accord. Créer des collectifs pour l'autonomie matérielle de nos luttes. Tour d'horizon des initiatives pratiques. Lutte TPGBI. En 2025, faire front face aux offensives réactionnaires, se réapproprier les filières de l'élevage, lutter à l'université pour une université critique. Danse striptease somatique du spectacle politique au rituel, super. Comprendre et répondre aux arguments pro-nucléaires. La syndicat féministe du travail non rémunéré, ouais, ok. Lutter contre surveillance de l'espace public, le grand jeu. Pour le moment, on est à 14h-17h, il n'y a toujours rien eu sur l'antiracisme. Oppression systémique, poser les bases, les liens au lieu, comment accueillir la parole d'une personne victime de violence, la guerre des centimes avec le réalisateur, projection, répression nous touche, au protocole bouton rouge pour l'événement, lutte organisation aux USA depuis le soulèvement de George Floyd, partie 1. Ah là ça parle de l'antiracisme mais aux USA. Pour en finir, en plus, George Floyd, ça a été une sacrée... Et merci pour le... Qui c'est qui a lancé le train de la hype? Merci beaucoup. Comment il s'est lancé, ce train de la hype? Attendez. J'ai raté un truc. Guillaume qui a offert un abonnement. Non, c'est tout. Il s'est lancé en retard. Très bien. J'en étais où? J'en étais là. Et ensuite, des projections et des cancers. Donc déjà, premier jour, rien sur l'antiracisme. Deuxième... Oula, oh mon Dieu. Deuxième jour, alors, il y a trop de choses. En finir avec l'invisibilisation. Ah, première table ronde 9h, en finir avec l'invisibilisation des luttes antiracistes. Pour l'autonomie, l'action, lutter contre les incinérateurs. Donc c'est de quelle couleur cette table ronde? Violence sexiste, stratégie de communication, anti-répression. Ah, deuxième table ronde sur l'antiracisme, à 14h, pesticides, un colonialisme chimique. Table ronde, comment lutter contre l'antisémitisme. Oui, ça m'étonne. Est-ce qu'il y a une table ronde, comment lutter contre... Attends, c'est qui anime ça? Jamila Boupacha. Je ne sais pas, je ne connais pas cette personne. Libérer la Palestine pour une écologie de la libération. Comment outiller nos collectifs aux enjeux antiracistes. Non, si, il y a quand même des trucs sur l'antiracisme.